tous politique. En direct sur France Inter, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. La Syrie, alors, sans donner de leçons. Oui. Non, mais c'est ça que pardon, je suis. Est-ce que vous soutenez le mouvement, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui peut soutenir moi, ma position a toujours été la même. À partir du moment où un pouvoir commence à faire tirer sur son propre peuple, c'est terminé. Ce n'est plus un pouvoir légitime parce que la règle veut, la logique de la vie en société, c'est que donc, le est-ce pouvoir. Est-ce qu'il faut les idées? Est-ce qu'il faut faire livrer des armes? Certainement pas. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui est très dur à entendre. Il faut que les peuples se libèrent eux-mêmes. Vous avez fait l'expérience du contraire en Libye. Avant la Libye, vous avez fait l'expérience du contraire en Irak. D'accord ? On vous a expliqué la guerre juste, les armes de destruction massive et tous ces trucs bidons. Le résultat, c'est que c'est une guerre civile effroyable dans ce pays et que la démocratie n'a pas fait un mètre en avant. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le pays s'est quasiment autodétruit. Toutes les interventions, écoutez, c'est depuis la grande révolution de 1789, comme disait Robespierre, les gens n'aiment pas les missionnaires armés. Eh bien, tous ces gens sont des missionnaires armés. Et chaque fois qu'on fait ça, qu'on intervient militairement, le résultat est un désastre. Au Nord Mali, par exemple, il faut intervenir ou pas ? Vous voyez, le Nord Mali, pourquoi y a-t-il un problème? Parce que nous avons fait la guerre en Libye dans des conditions telles que les armes se sont répandues de tous côtés. Eh bien, je vous redis qu'au Mali, il n'y a pas de solution militaire. Je vous le redis très tranquillement. Par conséquent, au Mali, ce qu'il faut faire, c'est la concertation nationale et des élections. C'est ça qu'il faut faire au Mali. Ce n'est pas des coups d'État et des interventions militaires. Si vous faites une intervention militaire, si vous aidez les uns contre les autres, le résultat, c'est que il ne faut pas aider à éradiquer AQMI au Nord Mali, selon vous? Parce que il faut faire des élections. Mais attendez, là, le Nord Mali... Non, mais reprenez votre phrase d'une manière qui corresponde à un fait concret. Aider à quoi? Éradiquer AQMI? AQMI au Nord Mali. Voilà, c'est ça. Alors, éradiquer AQMI, comment allons-nous faire? Nous allons envoyer des hélicoptères de combat, des troupes au sol. La France voudrait aider l'Union africaine à le faire. Voilà. Est-ce qu'il faut aider l'Union africaine à le faire? Oui, il faut aider l'Union africaine. Voilà. Mais nous n'avons pas, nous, à aller intervenir au sud de l'Algérie avec nos troupes. Et alors, comment on aide l'Union africaine? Pardon? Comment on aide la CEDEAO? Comment on aide l'Union africaine? La CEDEAO, c'est une brillante institution qui respire la démocratie, la franchise et le respect des droits de l'homme, mérite d'être aidée en effet. Non, la situation est la suivante. Les seuls militaires, parce que là on peut parler de choses concrètes au lieu de brasser des phrases en général, qui peut aller là-bas? Qui peut faire un travail politique et militaire qui tient à peu près la route avec les armées africaines? Qui peut le faire? Il n'y en a pas 50 de pays. Le Nigeria et le Sénégal. Le Nigeria, ils sont anglophones. Bon, envoyer des troupes anglophones dans une zone francophone, il n'y a que vous pour trouver une idée pareille. Deuxième élément, qui pourrait y aller? Le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des troupes. C'est la seule armée réellement professionnelle et aguerrie. Que peut-elle faire? Que peut faire? Il ne peut pas parce qu'il y a les soldats de l'ONU au Sénégal sur la question de la Casamance, alors que les Sénégalais sont nos frères et ne mériteraient pas tout ça. Mais bref, c'est eux qui ont demandé à être aidés pour résoudre le problème de la Casamance. Comme quoi, vous voyez qu'en Afrique, on est aussi capable d'avoir des positions ouvertes. Donc voilà, qui voulez-vous envoyer? Qui va-t-on envoyer là-bas? Allons. Il faut être sérieux un peu. Si c'est pour organiser une mêlée au nord du Mali, qui contamine toute la région, qui distribue des armes de tous les côtés, et qu'à la fin, nous, Français, on se retrouve englués jusqu'aux essieux dans quelque chose qui, par définition, sera ingérable, ce serait une erreur totale. En Afrique, il faut faire de la politique. Et chaque fois que nous avons fait autre chose, nous sommes allés à un désastre. Regardez ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Vous étiez tous à faire des sauts périlleux arrière, la démocratie, les droits de l'homme, c'était Gbagbo, l'abominable homme des neiges. D'accord, il est là-bas maintenant, au tribunal international. Des centaines de gens sont en prison, qui ne sont ni jugés, qui ne donnent lieu à aucune espèce de travail judiciaire. Le fils de Gbagbo, qui a pour unique motif d'inculpation qu'il est le fils de Gbagbo. Cet homme n'a jamais eu aucune espèce d'activité politique. A été détenu pendant des mois et des mois dans une fosse. Et personne ne l'a défendu parce qu'il s'appelait Gbagbo. Qu'avons-nous fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous avons rétabli? Qu'est-ce que nous avons fait de si beau que ça vaille la peine qu'on s'en vante aujourd'hui? Rien. Eh bien maintenant, ça suffit. La politique à l'égard de l'Afrique, ça peut être que d'aider sans cesse à ce que l'on se parle, à ce qu'il y ait de la démocratie et à ce qu'on vote. Les Maliens, je vous le rappelle, ont été parmi les plus brillants après le grand discours de François Mitterrand à la Baule, quand partout on a commencé à établir la démocratie et le multipartidarisme. Eh bien, les Maliens ont été parmi les plus formidables, les plus exceptionnels. Donc il ne faut pas douter des Maliens. Ils ont une aptitude à la démocratie et à la bonne compréhension. Alors si demain, un gouvernement malien, avec ses propres armes, sa propre armée,
sa propre légitimité fondée sur le vote des citoyens. Prenez la décision d'aller faire la guerre à des troupes qui seraient arrivées d'un autre pays armées par d'autres pays, ce serait une autre situation. Mais là, il s'agit, alors qu'on a un pouvoir brinque-ballant, d'aller implanter tout d'un coup nos armées en aidant je ne sais quel condottière du coin, mercenaires de toutes sortes que l'on rassemblerait, rameuterait, pour aller faire quoi, hein? Se battre contre, vous m'avez dit quoi là, l'AQMI, le machin, c'est-à-dire quelques bandes armées qui sont là, qui prennent prétexte de l'islam pour se livrer à toutes sortes de banditisme, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il suffit que vous vous renseigniez auprès des musulmans, mais tout ça est une honte. Donc commençons par rétablir, aider les Maliens à se redonner un État, une armée et une démocratie, et ils seront capables de régler eux-mêmes les problèmes. Revenons à l'Amérique latine où vous étiez il y a encore pas très longtemps, en Argentine, en Uruguay, avant au Venezuela. C'est quoi ce tropisme sud-américain? Il y a des choses à apprendre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en retirez de ça? Alors d'abord, je commence par vous dire que je m'intéresse au monde entier. Hélas, le parti de gauche n'a pas un accord avec le Parti communiste chinois comme l'UMP, donc nous ne sommes pas non plus invités au congrès du Parti communiste chinois. Pourtant, je l'aurais étudié avec beaucoup d'intérêt. Bon, alors la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, ça intéresse tout le monde. On laisse ça de côté. D'ailleurs, vous disiez cette semaine, je crois, que la croissance chinoise ou le développement chinois est une chance pour l'humanité. Ah ben oui, parce que 1,4 milliard de personnes dans le sous-développement, c'est une chance pour personne, hein. Donc ils croissent. Ils se posent tous les problèmes de la croissance, c'est-à-dire de son caractère irresponsable. Nous sommes arrivés maintenant à un âge de l'humanité où il faut imaginer un modèle radicalement écologiste, surtout quand ils sont aussi nombreux qu'ils le sont eux. Mais vous observerez qu'ils commencent à prendre le problème à bras-le-corps. Ils vont le faire à la chinoise, hein, avec un plan, et puis un jour ils vont commencer un bout et finir à l'autre. Il faut qu'on les encourage à le faire dans ce sens-là. De même qu'il faut qu'ils trouvent d'autres mécanismes pour arriver à faire en sorte que les contradictions d'une société qui devient complexe arrivent à s'exprimer sur un plan démocratique avec une confrontation, peut-être un multipartidarisme, parce que je ne vois pas comment la société peut espérer régler ses problèmes autrement comme ça. Mais je viens sur l'Amérique du Sud. Pourquoi c'est un tropisme? Écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, depuis la chute du mur de Berlin, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on a eu. Il se passe une vague démocratique qui a eu un contenu très voisin de ce que nous allons connaître en Europe. D'ailleurs, nous allons vivre la même chose. Et il y a une compétition entre les deux gauches. Oui. Non, ça c'est une invention occidentale. Ah bon? Oui, c'est une invention européenne. Vous l'avez quelquefois soutenu? Non, jamais. Moi, j'ai soutenu. Moi, j'ai la caractéristique d'avoir soutenu Lula alors que personne ne le recevait à Paris. Hein. Et donc je me suis toujours senti à l'aise avec lui, comme je suis à l'aise avec les autres. Mais c'est quelque chose. Que s'est-il passé en Amérique du Sud en un mot? Une vague libérale aussi violente que la cure d'austérité qu'on est en train d'infliger à l'Europe. Et là, ça a duré 10 ans. Moi, je fais les vœux les plus ardents pour que ça ne dure pas 10 ans en Europe, que la chaîne craque quelque part. Ce sera sans doute en Grèce, peut-être en Espagne avant, et j'espère que ça se passe sans guerre civile. Comme ça, nous aurons une sortie par le haut. Mais il faut peut-être redouter ça. Donc, qu'est-ce qui m'attire à l'Amérique latine? C'est qu'ils en sont sortis. Chacun à leur forme. Alors au Brésil, c'est pas pareil qu'en Uruguay, c'est pas pareil qu'au Venezuela. Ce sont des expériences très différentes. Je m'amuse de lire des articles absolument exagérés où l'on parle, on dit au Venezuela, on a aboli la propriété privée. Mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Le Venezuela continue, hélas pour moi, à avoir des modes de consommation très marqués par les Nord-Américains. Bon, il fait des avancées. De même, l'Argentine en fait. Cette semaine, ils ont voté, enfin la semaine dernière, le droit de vote à 16 ans. En Uruguay voisin, ils ont voté pour la première fois sur le continent latino une loi qui autorise l'avortement. Mais auparavant, l'Argentine a renationalisé l'entreprise pétrolière et elle a voté une loi de libération de la presse qui était sous l'emprise d'un monopole, le monopole de Clarín. Alors j'aime mieux vous dire qu'elle s'est attaquée à la société interaméricaine de presse et au pétrole, et maintenant, ça va être son tour. Après que vous ayez tous pu déguster pendant des jours et des jours les abominations de M. Chavez, maintenant vous allez avoir droit à celles de Mme Kirchner d'une manière aussi injuste. Donc voilà ce qui m'attire, c'est comment est-ce qu'ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils font, et eux, par exemple, je vais vous donner un cas concret sur l'aujourd'hui. Ils gèrent la conflictualité. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas de l'idée stupide d'après laquelle on arriverait à trouver un consensus, autrement que sur le dos du plus grand nombre. Hein. Ils gèrent l'idée que dans une démocratie, il y a des points de vue contradictoires. Alors des fois, ça prend des proportions terribles. Hein. Dans la presse, tout ça, il n'y a pas un coup de fusil qui se tire. Hein. Faut quand même, la presse est très violente. Ouais. La presse est très violente. Parce que pour eux, c'est une stupeur de voir ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Ce sont des monopoles. C'est pour ça que, est-ce que c'est transposable
Beaucoup de choses le sont, d'autres non. Bah, il y a des choses, non. On n'a pas besoin, nous, de voter une loi sur le droit à l'avortement, là, déjà. Mais il y a des choses, oui. Transposable, par exemple, concrètement. Par exemple, prendre comme base la récupération du contrôle de l'énergie. Bon, donc moi je suis pour la nationalisation de Total et des grandes sources d'énergie du pays. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire la bifurcation vers le modèle écologique. Il nous faut de l'argent. Il y a des milliers d'emplois à créer pour passer à une autre énergie dans notre pays. Je pense que ça, voilà, voilà des leçons qu'on prend d'eux. Il y a ce qu'ils font de bien, les choses qu'ils font pas comme nous on le ferait, hein, mais il y a à apprendre. Ce que je dénonce, parce qu'il faut être bref maintenant, oui, c'est le nombrilisme de tous ces dirigeants soi-disant de gauche, qui ne s'intéressent à rien, qui ne savent même pas ce qui se passe, qui aboient avec les loups ou avec les chiens dès qu'on leur dit d'aboyer, et qui se fréquentent entre eux dans le petit monde rabougri du Parti Socialiste Européen, avec les vieux chefs du SPD qui ont les vieilles combines de Blair à proposer pour tout avenir à l'humanité. Il n'y a plus de projet social-démocrate, il y a un projet de l'écosocialisme, c'est nous qui le portons. Eh ben merci Monsieur Mélenchon, c'est sur cette phrase définitive sur la social-démocratie qu'on va arrêter cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-François Aquili pour une nouvelle édition de Tous Politiques. Bonsoir à tous.